Dimanche dernier, la mythique écurie McLaren, 8 fois championne constructeur et 12 fois championne pilote, a remporté son 183e Grand Prix et réalisé son 48e doublé. Avec ça, elle conforte sa place de deuxième écurie la plus victorieuse de tous les temps, derrière Ferrari. Jusque-là, tout semble normal, une écurie historique de notre sport s'est à nouveau imposée. Oui, sauf qu'en regardant depuis quand elle ne l'avait pas fait, on se rend compte à quel point cette victoire est un vrai renouveau. Le dernier succès de McLaren remontait au Brésil 2012, et pour le dernier doublé, il faut remonter au Canada 2010 avec Button et Hamilton. Et oui, McLaren revient de très loin. Après avoir été une concurrente au titre régulière entre 1998 et 2012, elle a sombré à partir de 2013 et même touché le fond. Aucune victoire et seulement 8 podiums entre 2012 et dimanche. 8 podiums en 171 courses, dont 6 acquis depuis fin 2019 et aucun entre 2015 et cette fin 2019. McLaren a clairement connu le néant, la disette et la déprime. Entre 2013 et 2019, elle a coulé au classement, n'est jamais montée sur le podium constructeur final et a même terminé 9ème en 2015 et en 2017, seulement devant Marussia et Sauber. En choisissant le moteur Honda, en ayant du mal à tourner la page Ron Dennis, en ayant du mal à tourner la page Lewis Hamilton, en étant hyper mal structuré et en échouant avec Alonso, McLaren était tombé super bas, et s'il ne fallait qu'un chiffre pour le prouver, on peut prendre le résultat de Monza 2015 où les deux voitures faisaient 14e et 18e. Le contraste avec le doublé de dimanche et les 3 troisièmes places des 3 dernières années est immense. McLaren est revenu de l'enfer. Depuis un moment, j'avais envie de parler de ce renouveau pour voir un petit peu quelles en ont été les fondations et ce qu'il reste encore à faire. Et là, je crois que le résultat de dimanche nous donne la parfaite occasion pour le faire. Donc allons-y, analysons le renouveau de McLaren. Pour commencer, je pense que l'écurie a su tirer un trait sur tout ce qui la rendait toxique entre 2013 et 2017, qui a été le climax de la catastrophe. La première chose, c'est qu'il fallait retirer le moteur Honda qui ne performait absolument pas, c'était vraiment ridicule et il était totalement impossible d'espérer performer avec un tel retard sous le capot. Le projet était beau, mais Honda s'est complètement foiré et s'est même mis dans une position assez honteuse. McLaren est alors passé avec Renault, une décision moins excitante, mais beaucoup plus mesurée et sûre. Deuxième point, Fernando Alonso. Aucun doute sur les qualités du pilote. D'ailleurs, heureusement qu'il a été là pour marquer les quelques points possibles et faire des exploits, sinon la catastrophe aurait été encore plus grande. Mais l'Espagnol est revenu dans son ancienne écurie après 4 saisons longues, frustrantes et usantes chez Ferrari, avec un défi en tête, gagner à nouveau et le faire vite, sans quoi sa carrière en prendrait un coup. Avec un tel champion, la pression était énorme pour une écurie McLaren qui était déjà sur la pente descendante, et en étant incapable de lui livrer la bonne voiture et le bon moteur, ils se sont complètement enlisés. Malgré un travail de titan et toute la bonne volonté du monde, Alonso a fini par s'épuiser, ses cris du cœur à la radio en sont le symbole. Il a évidemment ses torts, mais une chose me paraît sûre et certaine, Alonso et McLaren avaient vécu trop de choses mauvaises et douloureuses pour espérer se relever ensemble, les deux avaient besoin d'une séparation. Idem pour Van Doorn, même si l'avortement du projet laisse encore des regrets aujourd'hui. Le Belge était un immense talent et ne pas lui laisser plus de temps est peut-être une décision dure, trop dure, mais il avait quand même pris des claques pendant 2 ans, semblait à court de solutions, parfois peut-être un peu déprimé, et symbolisait le McLaren qui ne marche pas. Si on voulait vraiment repartir de zéro, on peut légitimement penser que ça devait se faire sans lui, qui ressemblait de plus en plus à un investissement raté par l'écurie. Et dans cette vague de changements, on peut aussi rajouter la couleur. Adieu le gris et le noir des années 2014 à 2017, qui rappellent de mauvais souvenirs. Bonjour le orange, le papaye, couleur originelle qui évoque directement à l'œil nu des choses beaucoup plus gaies. On peut clairement y voir un symbole très fort et la volonté de repartir sur un nouveau cycle. C'est un petit peu leur changement de nom à eux, comme Renault l'a fait en devenant Alpine. Ensuite, il y a eu le choix des pilotes, une étape évidemment primordiale. Déjà, on a décidé de faire confiance à Lando Norris. Après Van Doorn, ce choix n'était absolument pas anodin.
Remplacer un jeune de l'académie par un jeune de l'académie encore plus jeune, c'était un vrai pari. Lando avait certes gagné la F3 Europe et fait deuxième de Formule 2, mais il n'avait que 19 ans. Avec sa personnalité si moderne, on a voulu changer l'image de l'écurie, et en le mettant direct en Formule 1, on a voulu apporter un nouvel espoir, donner une nouvelle hype et une nouvelle dynamique à l'écurie. Lando est un pur produit McLaren, il est britannique, il est jeune, il vient du cru. Clairement, on essaye de se rebaser sur son ADN, comme un club de foot le ferait avec son centre de formation lorsque ça va mal en équipe première. Sainz, lui, est une opportunité de marché intelligente. Pour 2019, les options étaient faibles et je crois que les dirigeants ont eu un vrai coup de cœur pour l'Espagnol après l'avoir rencontré. Il avait déjà de l'expérience avec 81 Grands Prix disputés, il avait un nom réputé, il avait encore un potentiel à aller explorer, il avait déjà montré de belles capacités d'adaptation et il apportait moins de pression qu'un grand champion. Croire en ce projet était autant intelligent que tentant et avec Norris, ils allaient former un duo super équilibré. Et au final, ces deux paris se sont très largement avérés payants. Norris s'est assez rapidement révélé et il est aujourd'hui un des mecs du futur de la Formule 1. Quant à Sainz, il a atteint un niveau que personnellement je ne le voyais jamais atteindre et il a carrément été choisi par Ferrari pour l'après-Vettel. C'est énorme. Leur faire confiance a donc été salvateur pour absolument tout le monde et a permis d'amorcer le fameux renouveau de l'écurie. Ce mouvement positif, enclenché selon moi dès 2018, va se confirmer en 2019 avec donc l'arrivée de Norris et de Sainz, mais aussi quelques changements internes, dont notamment en janvier 2019 l'arrivée d'Andreas Seidl en tant que team principal. Seidl est un homme d'affaires et un diplômé de génie mécanique allemand qui vient d'entrer dans sa quarantaine. Plutôt jeune et neuf, il n'en est pas moins expérimenté puisqu'il a travaillé pour BMW entre 2000 et 2009 quand la marque allemande était en Formule 1. Ensuite, il a dirigé l'équipe d'endurance avant de rejoindre Porsche où il deviendra là team principal et gagnera 3 fois les 24 heures du Mans. Être allé le chercher pour 2019 avait donc tout de la bonne idée pour McLaren, il avait déjà l'expérience, il avait le profil à la fois discret et travailleur, ainsi que la dose de nouveauté nécessaire. Mais le nouveau McLaren, c'est aussi et peut-être surtout Zak Brown. Lui, il est arrivé en 2016, mais selon moi, il a vraiment commencé à mettre sa patte fortement à partir de 2018, et encore plus quand Alonso s'en est allé. Ancien pilote devenu agent, dirigeant, patron d'une entreprise marketing, fondateur d'une écurie, United Autosport, Brown est un touche-à-tout du sport auto. De par sa personnalité et ses idées totalement différentes, il va rompre avec le style Ron Dennis, historique patron de McLaren, présent depuis 1980 et parti à la retraite en 2016. Cette légende de la Formule 1 avait un style très austère, sévère, sérieux, et puis il faut le dire ce qu'il est, à 70 ans et après être entré en Formule 1 dans les années 60, il avait peut-être fait le tour de la question et il avait un petit peu des idées d'antan. De Dennis, Brown va garder la rigueur et l'exigence car lui aussi reste un patron très puissant et assoiffé de victoire. Mais il va faire et incarner tout ça tout en changeant la philosophie de travail, l'approche, l'image et la communication de l'équipe. Le nouveau McLaren sera plus pétillant, plus jeune, plus emballant, plus excitant. Il basera son projet sur l'envie, sur le collectif, sur l'humain. Il va faire de cette écurie un groupe d'amis qui a envie de réussir ensemble. Il va redonner de la joie et de l'ambition à tout le monde, tout en restant le boss à qui il faut rendre des comptes. Bien aidé par ses deux superbes pilotes et par quelques choix sportifs avisés, il va réussir à créer la parfaite ambiance de travail, à changer les fondations de McLaren pour le mieux, pour en faire une écurie beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus travailleuse et donc beaucoup plus dans l'air du temps. Par-dessus le marché, il me semble avoir la personnalité adéquate, un caractère extrêmement fort, mais plus basé sur la bonhomie que sur la sévérité. Brown, c'est le mec dont t'as un petit peu peur, qui peut te passer la soufflante de ta vie, mais c'est aussi le mec avec qui tu vas boire une bière après la course, qui va te taper dans le dos et qui sera au premier rang à ton mariage. Ce mélange de proximité, d'attente, de franchise et de sérieux fait de lui la pièce centrale du puzzle et plusieurs exemples le montrent, comme celui de promettre une voiture de collection à Ricciardo s'il le gagnait. C'est à la fois malin sur le plan de la com, mais en même temps, ça le fait se rapprocher de Daniel,
tout en lui mettant la petite pression du patron. On le voit aussi dans sa manière de traiter Norris. Il le traite comme si c'était son fils, ça veut dire qu'il l'aime à mort, qu'il le protégera toujours, mais qu'il sait aussi le secouer et le mettre face à ses défauts. Et puis les images du podium dimanche sont ultra symboliques. Braun, c'est le super boss qui appelle tes parents quand tu gagnes et qui fait le choui avec toi, mélange de confiance, d'amour et d'ambition, car attention, si jamais ça colle pas, tu peux dégager très très vite. Selon moi, Braun a donc rendu McLaren plus jeune, plus moderne et surtout beaucoup plus saine. Comparer l'image, la performance et la structure de l'écurie entre 2015 et aujourd'hui, ça tient presque du miracle. D'ailleurs, dans le domaine de la communication, les papayes sont précurseurs sur pas mal de trucs, bien aidés par Norris, mais il y a l'utilisation de Twitter, les formats inside fun et super inclusifs, les produits super bien finis comme les vidéos unboxed, la super mise en lumière de l'excellent duo Sainz-Norris, etc., etc. Dans toute la bonne gestion de Braun, je rajoute le côté financier. McLaren vit avec peu de moyens, a été touché par différentes crises financières, mais pour autant, l'écurie est toujours là et ça n'a pas affecté ses performances sportives. Je pense que c'est grâce à l'esprit super positif de l'écurie. Ils se sont pas laissés abattre, ils ont trouvé des solutions que je trouve assez innovantes pour garder quelques sous. Ils ont aujourd'hui le record de sponsors sur la voiture, ils se sont bien ouverts au marché américain que Braun connaît bien. Là aussi, côté financier, ça respire l'intelligence et la modernité. Pendant ce temps, en parallèle de la reconstruction philosophique et interne de l'écurie, il fallait des résultats sportifs pour valider tout ça et pour faire prendre la mayonnaise. Et pas de soucis, cela a été mené de main de maître par Seidl et son équipe. Le team principal allemand a la personnalité parfaite pour coller avec Braun. Discret, il est avant tout un travailleur acharné, et les deux ensemble, ils incarnent parfaitement les deux rôles clés d'une équipe. Je trouve d'ailleurs assez parlant qu'on oublie souvent d'associer Seidl au succès. Il n'y a qu'à voir les photos dimanche, on voit Braun, on voit Norris, on voit Ricciardo, mais pas Seidl qui s'est resté à sa place. Braun gère la lumière et le big picture, Seidl lui gère le sportif, et il le fait plutôt très très bien. Il n'y a qu'à voir l'évolution absolument linéaire qu'a connue l'écurie depuis 2019. Chaque année, c'est meilleur, il n'y a jamais de retour en arrière, chaque ajout fonctionne direct et la dynamique est superbe. Sous Seidl, les podiums sont revenus, la compétitivité est revenue, la hype est revenue, McLaren est revenu. S'il ne fallait qu'un exemple pour illustrer ce quasi sans faute au niveau sportif, je prendrais la décision de passer au moteur Mercedes pour 2021. C'est fait pile au bon moment avant le gel des moteurs. Ils ont sûrement choisi la meilleure unité de puissance et ça s'est passé sans le moindre accroc alors que c'est pas si facile à faire. Le moteur s'est parfaitement intégré au châssis qu'il a fallu retravailler. On n'a pas eu la moindre casse mécanique en 14 courses et malgré le fait que cette intégration a utilisé leur seul jeton de développement pour la saison, eh bien ils sont quand même arrivés à Bahreïn avec des nouveautés que personne n'avait car ils ont eu la meilleure lecture du règlement possible. Rajoutez à ça la splendide gestion des week-ends. Entre les égos, les faits de course et les éventuelles situations tendues, il n'y a jamais rien qui trouble l'ordre établi chez McLaren. Sur les 3 dernières saisons, je n'ai pas le moindre souvenir d'une embrouille ou d'un couac. On sent que les fondations sont extrêmement solides et ils font même des choix extrêmement bien avisés. En exemple, j'ai le driver swap de Styrie l'an dernier, une décision pas facile à prendre, mais qui fait passer d'un 8-9 à un 9-5 plus meilleur tour. Il y a aussi le driver swap ultra intelligent et bien géré d'Imola cette année entre les deux nouveaux coéquipiers, la gestion des difficultés de Ricciardo qui n'a jamais perturbé l'écurie, ou encore la gestion de la fin de course à Monza dimanche, alors que la pression était immense et que les deux pilotes auraient potentiellement pu se tirer dans les pattes. Personne n'a moufté, tout le monde a tiré dans le même sens et tout le monde a hurlé de joie de la même manière après que l'objectif commun ait été atteint. Et sur la piste, les résultats ne cessent d'augmenter en flèche grâce à une série de bonnes décisions, beaucoup de cohérence et de calme. 2 ans après avoir terminé derrière Haas, il finissait 2019 en tant que meilleur des autres et voilà désormais 2 saisons qu'ils se classent 3e et ils sont partis pour faire de même cette année. Ce que je trouve très fort, c'est la linéarité dans la remise à niveau. De dernier, ils sont revenus dans le midfield, puis ont remporté ce midfield, ont confirmé leur domination du midfield et maintenant commencent à se rapprocher des top teams.
Depuis bientôt 4 ans, ils ne sont que dans le positif et la progression, ça leur a permis de retrouver de l'attractivité. Il n'y a qu'à voir comment Ricciardo s'est précipité sur leur siège libre, croyant beaucoup plus en leur projet qu'en celui de Renault. Avec tout ça, ils ont su devenir un modèle de reconstruction et de gestion dans la Formule 1 moderne. En plus, ils ont gardé leur marque et leur prestige absolument intacts. Malgré tout, j'aimerais terminer cette analyse par une petite vague de nuances. Tout n'est pas fait. Ils ont certes retrouvé un très gros niveau de manière linéaire, et il n'y a quasiment aucune ombre au tableau, mais on parle d'une écurie qui joue la 3e place du général, et qui est encore très loin du titre et de Mercedes et de Red Bull. La victoire de dimanche était amplement méritée, et elle n'est même pas due à des faits de course, mais elle reste un cas unique. McLaren n'est pas un concurrent sérieux à la victoire chaque week-end en temps normal. Tout ça pour dire que l'objectif final n'est pas atteint. Il faut apprécier et relever ce qu'ils font, mais voir qu'ils ne sont pas encore à jouer les titres. Il faudra encore prouver sur encore plus long terme. Et puis actuellement, tout est beau, tout est rose. Les paris Norris et Sainz ont été payants, Seidel est inspiré, il n'y a aucune casse mécanique, la personnalité de Brawn ne montre que ses bons côtés, tous les choix fonctionnent, voilà, il y a des podiums, tout va bien. J'ai aussi hâte de voir le jour où il y a un petit accroc ou peut-être une transition est mal réussie. On va voir. Et puis au final, le tournant, ça reste 2022. Je pense que McLaren s'est mis dans une position idéale pour réussir ce virage, mais voilà, il fera office de juge de paix. Si en 2022 ils n'ont pas la bonne voiture, on recommencera à les critiquer et on se dira que ces 3 années étaient belles, mais au final, ben voilà, elles n'auront pas porté leurs fruits sur le plus long terme. Le parcours et l'analyse de McLaren nous rappellent aussi à quel point la Formule 1 va vite et à quel point on peut être influencé par la culture de l'instant et le storytelling. Le nous d'il y a 5 ans aurait halluciné en entendant cette vidéo et le nous de dans 5 ans aura peut-être honte d'avoir tenu des propos si élogieux. Donc, bien que je ne retirerai absolument aucun point de ce que je viens de dire sur le renouveau de McLaren pendant 20 minutes et que je pense absolument tout ce que je vous ai dit, la nature de la Formule 1 nous oblige à terminer par un nécessaire appel à la nuance. Bien, je crois qu'on a évoqué tous les points qui font que McLaren connaît un renouveau aussi excitant que jouissif. Si jamais j'ai oublié quelques points ou arguments que vous voulez apporter, les vôtres, que vous voulez contredire ou dire que vous n'êtes pas d'accord, c'est avec un immense plaisir. Lançons le débat dans les commentaires comme d'habitude. Et au passage, pensez au petit like et au petit partage et au petit abonnement. Allez, merci de m'avoir écouté, je vous dis à très vite et on termine sur la colère d'Enzo Ferrari qui est tout retourné d'entendre un fan de Ferrari parler de McLaren en des termes si élogieux. Et oui, mais bon, quand c'est bien, faut le dire. À bientôt.